Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun. Nous allons aujourd'hui réfléchir sur la manière de faire disparaître une banque. Ça peut paraître original, les banques donnant l'impression d'être très solides, et se demander comment une banque peut disparaître, même si vous savez bien que des banques ont disparu, ça peut paraître un petit peu exceptionnel. En Martinique, nous avons eu un exemple, et les plus anciens s'en souviennent. Entre 1990 et 2000, on a vu d'abord les difficultés, et puis après, la disparition d'une banque que beaucoup de Martiniquais connaissaient, c'est le Crédit Martiniquais. Un film, en réalité un documentaire, a été tourné par un réalisateur qui s'appelle Olivier Osier-Lafontaine, qui connaissait un peu de l'intérieur les problèmes du Crédit Martiniquais, dans la mesure où sa maman travaillait au Crédit Martiniquais, était salariée. Elle a vécu avec beaucoup d'angoisse les dernières années du Crédit Martiniquais. Alors, il peut être intéressant de faire d'abord un petit retour historique avant de regarder de manière un peu plus précise comment les autorités s'y sont pris pour faire disparaître le Crédit Martiniquais. Je rappelle qu'il s'agit des autorités nationales, entre les mains desquelles était la décision. Alors, il faut savoir que le Crédit Martiniquais était une banque relativement récente. Elle avait été créée en 1922. Alors, qui avait créé cette banque? C'était un groupe d'hommes d'affaires martiniquais dont le leader s'appelait Rimbaud, Emmanuel Rimbaud, quelqu'un de tempérament assez sanguin, assez amateur de duel, et qui avait pris l'initiative avec quelques autres de créer une banque, car il considérait que le fonctionnement des banques tel qu'il était constaté avant n'était pas suffisant, notamment après une guerre mondiale qui avait beaucoup secoué le monde économique. Emmanuel Rimbaud, on va le retrouver un peu plus tard, exactement en 1943, en temps Roubaix, car beaucoup de Martiniquais savent ce que c'est que l'époque de l'amiral Robert, en temps Roubaix, mais moins de Martiniquais savent ce qu'ils devraient savoir, à savoir que l'amiral Robert a été expulsé de la Martinique par des Martiniquais à la tête desquels il y avait Emmanuel Rimbaud. Et ce n'est qu'après la révolte organisée par Emmanuel Rimbaud et quelques autres, notamment Victor Sévère, mais Emmanuel Rimbaud était vraiment le leader, que la troupe, les militaires, se sont joints à la révolte. Ils ont demandé que la Martinique entre en dissidence, et ça a été le rôle du commandant Touroutet que de prendre la tête de la révolte militaire derrière et à côté de la révolte civile. Il n'y a pas eu un coup de feu de tiré, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et quand l'amiral Robert a compris qu'il n'y avait rien à faire, il a fait connaître aux Américains qu'il était prêt à rendre le pouvoir, à donner le pouvoir en Martinique, Guadeloupe et Guyane à un représentant de la résistance, en fait. C'est un représentant du général de Gaulle qui a pris le pouvoir en juin-juillet 1943. Bref, c'était un rappel historique pour bien positionner qui était le créateur du Crédit Martiniquais. Et nous allons voir un peu ce qu'il y a dans la tête des uns et des autres à ce sujet, puisque vous savez que le principal champ de bataille aujourd'hui, c'est votre cerveau, c'est le mien, et celui de vos enfants. Et il est important de savoir ce que nous acceptons de faire entrer dans nos cerveaux. Parce que c'est à partir de ce que nous avons dans nos cerveaux que nous agissons dans la vie. Il ne faut pas oublier ça. Donc le pouvoir, il est entre les mains de ceux qui arrivent à atteindre nos cerveaux. Or, ce qu'il y a dans la tête de la plupart des Martiniquais, c'est que le Crédit Martiniquais, banque des béquets, je rappelle que le Crédit Martiniquais avait 50 000 clients entre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et également Paris. Il n'y a pas 50 000 béquets qui avaient des comptes
au Crédit martiniquais. Il y avait évidemment beaucoup de Noirs, beaucoup de mulâtres, beaucoup d'Indiens, ce que vous voulez. Le Crédit martiniquais était certes principalement entre les mains du monde béquet, mais pas que. Alors donc le bruit qui court, c'est que les béquets et d'autres clients du Crédit martiniquais se faisaient accorder des prêts, ne les remboursaient pas, et donc cela avait conduit à la faillite du Crédit martiniquais. Alors, il faut savoir que le secteur bancaire est un secteur extrêmement surveillé. Il n'y a pas de secteur qui fasse l'objet de plus de lois et de décrets et d'arrêtés et de circulaires que le secteur bancaire. Pourquoi ? La raison est très simple, c'est que les banques détiennent une part importante de vos revenus, de vos ressources, de votre épargne, de vos dépôts. Et donc, les pouvoirs publics, quelle que soit la République, ont toujours tenu à surveiller de manière très étroite ce que faisaient les banques. Donc on a vu, au cours du début des années 90, on a vu les contrôles se renforcer sur le Crédit martiniquais, parce qu'il y avait un certain nombre d'anomalies. Quelles étaient les deux anomalies principales qu'il y avait dans la gestion du Crédit martiniquais ? La première anomalie, c'est que les provisions n'étaient pas suffisantes. Qu'est-ce qu'on appelle provision dans le langage bancaire ? Ce sont les sommes que la banque met de côté pour pouvoir faire face à la défaillance éventuelle de certains clients. Parce qu'on sait que dans une banque, il y a à certains moments des clients qui, pour X ou Y raison, ne peuvent pas rembourser, de bonne foi ou de mauvaise foi. Eh bien, la banque a le devoir de mettre chaque année de côté des sommes pour faire face à la défaillance de certains clients. Ces sommes peuvent représenter 10%, 20%, 15%, 5% de l'ensemble de ces crédits. Ces provisions peuvent également représenter la totalité des crédits d'un client ou bien seulement une partie des crédits d'un client. On va revenir là-dessus tout à l'heure. C'était la première anomalie que j'avais pu moi-même constater professionnellement quand j'avais eu l'occasion d'avoir sous les yeux les comptes du Crédit martiniquais. Donc il y avait là une erreur réelle. Il y avait une deuxième particularité et qui était plus difficile à combattre et qui n'a pas totalement disparu aujourd'hui, c'est que la plupart des clients du Crédit martiniquais considéraient comme normal d'emprunter dans cette banque, mais pas normal d'y déposer leurs économies, leur épargne, leurs dépôts. Et préféraient soit déposer leur épargne dans d'autres banques, soit plus souvent réinvestir leur épargne. Au lieu de placer leur épargne à la banque, eh bien, les clients, les administrateurs du Crédit martiniquais ont souvent préféré investir, ni prêter ni emprunter, mais investir avec les bénéfices qu'ils retiraient de leurs affaires. Donc la banque se trouvait en situation de devoir demander aux autres clients de placer un maximum de leur épargne dans les comptes du Crédit martiniquais ou dans des conditions dans des proportions beaucoup plus importantes, la banque était obligée d'emprunter sur le marché monétaire. Alors quand elle prêtait, mettons, à un taux à l'époque, les taux étaient beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui. Quand elle prêtait à 10%, elle empruntait de l'argent sur le marché monétaire de Paris à 8%, et donc la différence de 2% lui permettait de vivre et de payer son personnel. Mais le bruit qui a couru, c'était que les emprunteurs du Crédit martiniquais ne remboursaient pas leurs prêts. Et les pouvoirs publics commençaient à regarder ça de plus près. Et alors, les choses se sont gâtées, je dirais, dans les années 95-96, et dès 1996, eh bien, un certain nombre de dispositifs étaient envisagés pour permettre au Crédit martiniquais de continuer à fonctionner, sous réserve naturellement que l'ensemble des prêts accordés à ses clients soient remboursés par ses clients, mais pas remboursés sur le long terme, soient remboursés à assez court terme, alors que beaucoup de clients n'avaient l'intention de rembourser qu'après le dénouement de certaines opérations, donc à assez long terme. C'est
encore un problème sur lequel on aura à revenir. Donc le bruit qui court, c'est ça. Ce que vous avez dans la tête, c'est que les administrateurs et les principaux clients du Crédit martiniquais ont coulé la banque. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qui se passait sur le fond, c'est que souvent, il n'y avait pas de contrat formalisé. Des crédits étaient accordés sur la base de la confiance qu'il y avait entre la banque et ses principaux clients. Il n'y avait pas nécessairement de contrat signé. Ou bien il y avait des contrats signés pour des crédits à court terme, c'est-à-dire devant être remboursés au bout de 2 ans, mais ces crédits étaient remboursés parfois au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc évidemment, un certain nombre d'anomalies que les pouvoirs nationaux ont remarquées et ont condamnées. Mais les choses allaient rentrer dans l'ordre quand il y a eu un changement de gouvernement. Vous vous souvenez sans doute que M. Jacques Chirac a été élu président de la République en 1995 et qu'en 1997, il a estimé nécessaire de dissoudre l'Assemblée nationale parce que bien qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale depuis 1995, il considérait que cette majorité n'était pas suffisante, pas assez confortable pour lui. Et sous le conseil d'Alain Juppé, enfin c'est lui qui a pris la décision, donc c'est lui qui était le responsable, il a dissous l'Assemblée nationale. Or, il y avait en embuscade un homme politique qui s'appelait Lionel Jospin. Lionel Jospin, qui était un homme politique trotskiste d'origine, a commencé sa carrière dans le trotskisme, qui était une partie très extrémiste de la gauche. Monsieur Jospin était ancien élève de l'ENA, comme Alain Juppé, et à ce moment-là, il n'avait pas de poste. Depuis déjà 2 ans, il n'avait pas de poste. Il avait rencontré Alain Juppé pour lui dire de lui affecter, de lui donner une affectation, soit dans un consulat, soit dans une ambassade, soit comme ambassadeur, soit comme conseiller d'un ambassadeur, parce qu'il s'ennuyait un peu à Paris, quoi. Il voulait faire son métier d'ambassadeur ou de haut fonctionnaire dans les affaires internationales, ce dont on ne peut que le féliciter. Mais M. Juppé, Alain Juppé, avec Jacques Chirac, ils ont estimé qu'il valait mieux ne pas lui donner d'affectation. Si bien que Jospin a eu tout le temps, dans toute la période qui a précédé 1997, de faire de la politique et d'aller densifier le réseau territorial, et notamment des législatives, du Parti socialiste dont il était l'un des dirigeants à l'époque. Donc, quand il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, Lionel Jospin était fin prêt pour faire campagne et gagner les élections. Il a fait campagne, il a gagné les élections, et Jacques Chirac et Alain Juppé se sont trouvés coupables de leur énorme erreur politique. C'est l'une des plus grosses erreurs politiques que je connaisse pour ma part. Quand vous avez une majorité, d'aller dissoudre l'Assemblée pour avoir une majorité plus confortable, c'est juste une absurdité. Et bien, donc, une majorité différente, une majorité de gauche, a été élue à l'Assemblée nationale en 1997. Donc, le dossier du Crédit martiniquais, qui était jusque-là étudié par une majorité conduite par Jacques Chirac et Alain Juppé, le dossier du Crédit martiniquais n'était pas complètement clôturé, n'était pas au point. Disons que les dispositions n'étaient pas prises pour, entre guillemets, sauver le Crédit martiniquais et lui permettre de continuer. On verra que ce sauvetage, c'est un mot relatif sur lequel on va revenir. Bref, dans le film, on a une visioconférence avec Lionel Jospin. On voit qu'il a éprouvé une certaine satisfaction à reprendre entre ses mains de Premier ministre socialiste le dossier Crédit martiniquais. Il avait dans son cabinet 2 conseillers qui étaient très hostiles aux banques en général,
au Crédit martiniquais en particulier et au Béquet de la Martinique en particulier aussi, et qui était tout à fait favorable à ce que le Crédit martiniquais disparaisse. Alors, et c'est là le deuxième temps de notre présentation, comment s'y sont-ils pris? Comment peut-on faire disparaître une banque comme le Crédit martiniquais dans les années donc 1995, 1999? Alors la technique est la suivante. On a envoyé inspecter les comptes du Crédit martiniquais une mission de jeunes inspecteurs des finances qui travaillaient pour la commission bancaire étant une autorité qui était dans les compétences sous l'autorité de la Banque de France. On a envoyé quelques inspecteurs des finances de la commission bancaire inspecter les comptes du Crédit martiniquais. Alors, ils n'ont pas pu ne pas constater que le Crédit martiniquais avait davantage de prêts en cours que de dépôts dans ses comptes. Il y avait un certain déséquilibre de ce côté-là. Ils n'ont pas pu ne pas constater qu'il y avait, de la part des clients du Crédit martiniquais, une tendance à ne pas rembourser les prêts à leur échéance. Et puis, ils ont remarqué qu'il y avait des relations très étroites entre la direction du Crédit martiniquais et ses clients. D'ailleurs, des relations étroites qui sont normales entre une direction de banque et les clients, parce que la banque, c'est d'abord la confiance. Alors, comme ils avaient l'instruction de couper, racher, comme on dit en créole, ils ont analysé les dossiers les uns après les autres, et tous les dossiers de prêts qui devaient être remboursés, mettons, au 31 décembre 1995, mais qui ne l'étaient pas encore en début 1996, tous ces dossiers-là devaient faire l'objet de provisions. C'est-à-dire que la banque devait mettre de côté l'argent nécessaire pour faire face à une éventuelle défaillance. Et ils sont allés plus loin parce qu'ils ont considéré que tout dossier qui avait un retard même minime par rapport à une masse de crédits accordés devait être provisionné. Je prends un exemple. Imaginez qu'une entreprise ait emprunté 1 million de francs. À l'époque, on raisonnait en francs, les euros n'étaient pas encore en circulation. Une entreprise a emprunté 1 million de francs. Elle a déjà remboursé la première année 100 000 francs. Elle a remboursé la deuxième année encore 100 000 francs, c'est-à-dire 200 000 francs remboursés sur 1 million de francs. Et puis la troisième année, comme beaucoup d'entreprises ont eu à l'expérimenter dans leur vie, il y a eu des difficultés et la troisième échéance de 100 000 francs n'a pas pu être remboursée convenablement. Donc il restait 1 million de francs accordés, 200 000 francs déjà remboursés, mais 700 à 800 000 francs qui n'étaient pas encore remboursés. Alors au lieu que les inspecteurs disent, eh bien vous allez provisionner soit 200, soit 300 000 francs, les inspecteurs ont dit, vous allez provisionner 1 million de francs. Vous allez provisionner 1 million de francs. C'est-à-dire beaucoup plus qu'il aurait fallu provisionner en réalité, mais il y en a une conception qui peut se concevoir, conception extrêmement prudente. Alors lorsque vous prenez une décision comme ça, sur un prêt de 1 million de francs, au lieu de faire provisionner 300 000 francs, vous faites provisionner 1 million carrément, ou bien même si vous ne faites pas provisionner 1 million, vous pouvez faire provisionner 700 000, ce qui reste, ne considérons pas ce qui a déjà été remboursé, considérons ce qui reste à rembourser, vous faites provisionner 700 000 francs, eh bien vous alourdissez naturellement les provisions que la banque doit constituer. Quand vous faites ça pour un client, un crédit, ça n'a pas énormément d'importance. Mais lorsque vous le faites pour 10, 20, 30, 40, 50 clients, alors ça a beaucoup d'importance. Et vous pouvez dire, mais il n'y avait même pas de contrat de signé, l'emprunteur avait emprunté pour 1 million, et puis il n'a pas remboursé, donc il n'y avait pas de contrat, donc c'est totalement en l'air.
Et donc c'est dangereux, vous devez provisionner 1 million, ou bien 700 000, ou bien 800 000. La situation, de ce fait, était extrêmement préoccupante pour le Crédit martiniquais. Disons que son capital était compromis et sa capacité à faire face aux prêts que les prêteurs du marché monétaire lui accordaient pour équilibrer le montant des prêts qu'il faisait aux clients de la Martinique, le remboursement donc aux prêteurs du Crédit martiniquais était compromis. Eh bien, de fil en aiguille, on s'est arrangé pour qu'il y ait suffisamment de provisions de fait pour que le Crédit martiniquais ne soit plus maître de son destin. Et donc, il a fallu prendre des décisions. Alors, les pouvoirs publics, il y avait une certaine panique, naturellement, parce que quand vous avez 50 000 clients qui ont leur compte dans une banque et qui savent que la commission bancaire fait une enquête et que le bruit court, que la banque peut être en faillite, eh bien, les gens s'affolent. Ceux qui ont le plus de sang-froid ne viennent pas chercher leur argent, mais ceux qui ont moins de sang-froid vont chercher leur argent dans la banque. Et il faut que la banque s'arrange pour pouvoir faire face à des retraits qui peuvent être beaucoup plus importants que les retraits qui sont constatés journée après journée. Donc la situation a empiré. Les pouvoirs publics ont cherché un repreneur. Ils ont eu beaucoup de mal à trouver un repreneur. Et c'est finalement la BRED qui s'est présentée pour reprendre le Crédit martiniquais et reprendre l'ensemble de ces opérations saines. Et je précise cela, de ces opérations réputées en tout cas saines. Alors on a fait à ce moment-là ce qu'on fait dans ces cas-là. J'ai eu l'occasion personnellement d'opérer ce type d'opération, permettez la répétition, pardonnez la répétition. Il s'agit de faire un tri entre les bons crédits et ce qu'on appelle la mauvaise banque. C'est-à-dire que si la banque avait, mettons, un total de 2 milliards de francs de crédits accordés, 2 milliards de francs de crédits accordés, et qu'il y avait sur ces 2 milliards, eh bien, 500 millions, les chiffres que je vous donne sont à titre d'exemple, 500 millions de crédits qu'on considérait à tort ou à raison comme compromis. Eh bien, les 500 millions, on les mettait de côté. Et la banque qui reprenait, la banque en difficulté, ne reprenait que pour 1,5 milliard de crédits réputés sains. Alors, qu'est-ce qu'on faisait avec les 500 millions de crédits compromis? On les enlevait des comptes du Crédit martiniquais et on les cédait à une autre société totalement distincte du Crédit martiniquais, mais dirigée par des gens en qui les autorités nationales avaient confiance. Donc, la BRED a repris le 1,5 milliard de crédits sains et n'a plus eu à gérer les 500 millions de crédits pas sains qui ont été donnés à une structure qu'on appelle structure de défaisance. Mais ces crédits, objet de cession dans une structure de défaisance, étaient-ils non recouvrables vraiment? En réalité, pour la plupart d'entre eux, ces crédits pouvaient être recouvrés. Mais il fallait qu'une structure indépendante, naturellement, s'en occupe, qui ne faisait que ça, et que cette structure aille voir les uns après les autres les clients dont les 500 millions étaient placés dans la structure de défaisance. Et il y avait un dialogue qui devait s'établir. D'abord, s'il n'y avait pas de contrat écrit, il fallait écrire un contrat. Bon, premièrement, ça paraît être la moindre des choses. Deuxièmement, si le taux d'intérêt était trop élevé pour que l'emprunteur puisse y faire face, le taux d'intérêt était de 10%, eh bien on disait à l'emprunteur, au lieu que vous payiez un taux d'intérêt de 10%, vous allez payer un taux d'intérêt de 7% ou de 8%.
Vous deviez rembourser sur 2 ans. Vous n'allez pas rembourser sur 2 ans, on va vous donner un délai beaucoup plus long. Vous n'aviez pas donné de garantie, eh bien on va prendre une hypothèque sur votre maison, sur vos immeubles, sur vos biens, un gage sur vos voitures, etc. On va se couvrir pour que vous puissiez naturellement rembourser à terme l'emprunt que vous aviez fait au Crédit martiniquais et qui sera maintenant porté par la structure de bienfaisance. Et c'est ce qui a été fait. Et des années après, ce qu'on a pu constater, c'est que la quasi-totalité de ces, entre parenthèses, mauvais crédits qui avaient été retirés du portefeuille de la BRED, eh bien, la quasi-totalité de ces crédits a été remboursée par ceux qui les avaient contractés auprès du Crédit martiniquais. Et la BRED a pu donc, avec un portefeuille totalement assaini, avec un montant en dépôt tout à fait confortable, la BRED a pu dégager des bénéfices sur ces opérations Crédit martiniquais dès l'année qui a suivi son acquisition du Crédit martiniquais. Le montant de cette acquisition n'a jamais été rendu public, c'était un montant très faible. Et donc pour la BRED, il n'y avait pas de problème. Et le crédit, les crédits de l'ensemble du Crédit martiniquais ont été garantis par l'État dans une commission, dans un organisme qui a été créé pour ça. Il y a eu une loi d'ailleurs qui a été votée sur le dossier du Crédit martiniquais. L'État a garanti et en fait, il n'y a pas eu un seul client du Crédit martiniquais, je parle des déposants à ce moment-là, mais les emprunteurs pareil, il n'y a pas eu un seul client du Crédit martiniquais, ni en Guadeloupe, ni en Guyane, ni à Paris, ni en Martinique naturellement, qui peut se plaindre d'avoir perdu 1 centime dans les difficultés du Crédit martiniquais. Alors, des procès ont été faits, parce que les pouvoirs publics ne se sont pas contentés d'aider le Crédit martiniquais et de trouver un repreneur. Les pouvoirs publics ont considéré que les administrateurs du Crédit martiniquais avaient mal géré, que la directrice générale du Crédit martiniquais avait mal géré et que les emprunteurs du Crédit martiniquais n'avaient pas été honnêtes. Et des procès ont été faits qui ont duré, si je ne m'abuse, jusqu'en 2014 ou 2015, si ce n'est pas davantage. Notamment à la directrice générale du Crédit martiniquais, qui a été considérée par les juges. Les juges ne connaissent pas beaucoup les problèmes économiques et encore moins les problèmes bancaires. Donc, mais cette directrice générale a été considérée comme mandataire sociale, alors que comme directrice générale, elle n'était pas mandataire sociale, elle était salariée. Donc on l'a rendue responsable de toutes les difficultés, alors qu'elle n'avait pas apporté cette responsabilité-là. Alors, la BRED a donc continué à fonctionner avec son fonds de commerce assez récent qu'elle avait déjà en Martinique et avec le nouveau fonds de commerce qu'elle acquérait en achetant le Crédit martiniquais. Et aujourd'hui, la BRED est une banque qui rend beaucoup service. Elle a rendu service à ce moment-là aux clients et à l'État, à l'opinion publique en quelque sorte. Et aujourd'hui, sans vouloir faire de publicité, c'est une banque qui a parfaitement digéré l'opération Crédit martiniquais. Alors, en conclusion, il faut conclure, parce que c'est une chose qui n'est pas banale, que la reprise d'une banque, la faillite et la reprise d'une banque. Ce qu'il faut que nous disions, c'est que les banques ne sont pas là pour faire des cadeaux à qui que ce soit. Si vous avez 5 000 € placés à la banque et que vous allez un jour et qu'on vous dit qu'il n'y a plus que 4 000 € et que la différence, les 1 000 € a été utilisée pour développer la Martinique, vous n'allez pas tout à fait accepter ce genre de raisonnement. Donc la banque, elle est là pour participer à des opérations économiquement valables, mais la banque, au fait, elle paraît vous prêter de l'argent, en fait, elle vous donne du temps, elle vous donne le délai dont vous avez besoin pour rentabiliser l'investissement que vous faites et pouvoir étaler sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, eh bien, les remboursements, le paiement de l'investissement que vous faites. Ce n'est pas
à l'entreprise, je dirais, qui vous a construit votre hangar à bananes, ou bien qui vous a construit votre atelier, de vous faire crédit. La banque est là pour ça. Donc elle vous permet d'avoir du temps, c'est-à-dire de pouvoir avoir 10 ans, 15 ans pour payer votre investissement. Et ça, c'est un rôle que personne ne sait faire à sa place. Quand il y a eu l'affaire du Covid en 2020, j'ai été de ceux qui ont suggéré au pouvoir public de faire intervenir le secteur bancaire, parce que seul le secteur bancaire était en mesure de mettre en place des sommes considérables dans des délais convenables. On aurait confié à quelqu'un d'autre cette mission-là, qu'on serait encore en train d'attendre que les fonds soient débloqués. Et puis nous parlons beaucoup de responsabilité martiniquaise, nous parlons beaucoup de pouvoir martiniquais. À la Martinique, il y a 3 organismes bancaires importants, la BRED, le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, qui sont des organismes mutualistes, qui sont des organismes forts, qui sont des organismes qui, depuis des décennies, rendent service à l'économie aussi bien en Martinique qu'au niveau national. Eh bien, si nous voulons avoir sérieusement, et pas seulement par des paroles inutiles, du pouvoir, eh bien, il nous est possible de devenir sociétaire de ces 3 établissements bancaires, de participer aux assemblées générales, de présenter nos candidatures, d'être élus et d'avoir une influence considérable dans le développement économique de la Martinique. S'il y a un certain nombre de réalisations qui ont été faites depuis quelques décennies, ainsi beaucoup de gens ont leur entreprise, leur hangar en banane, leur car, leur camion, leur maison, etc., eh bien, c'est grâce aux banques et au rôle qu'ont joué un certain nombre de dirigeants de banques. Alors, vous avez des présidents ou des directeurs de banques qui sont des conservateurs, qui se contentent de répondre aux demandes qui leur sont faites, mais vous en avez d'autres qui sont plus dynamiques, qui sont attentifs aux besoins de l'économie et de la société de la Martinique et qui prennent des risques, qui prennent des responsabilités pour faire avancer le tissu économique du pays. Alors nous avons, les Martiniquais ont, et tous ceux qui sont à la Martinique, quelle que soit la couleur de leur peau, nous avons entre les mains des possibilités de faire avancer le pays. Alors, on disait que le Crédit Martinique était la banque des béquets. Une question mérite d'être posée. D'abord, à la fin des procès, il n'y a pas eu de condamnation, je tiens à le dire, première chose. Puis deuxième chose, est-ce que depuis que le Crédit Martiniquais a disparu, depuis qu'il n'y a plus une banque, soi-disant, entièrement entre les mains des béquets, est-ce que le pouvoir économique des béquets à la Martinique a cessé? Est-ce que ce pouvoir économique a reculé? Je vous laisse réfléchir à cette question et peut-être que ça vous permettra d'avoir un éclairage nouveau par rapport à ce qui est dit jusqu'à présent en Martinique sur l'affaire du Crédit Martiniquais. Merci de votre écoute. À un autre soleil.